Bonjour mes amis, je vous accueille dans ce numéro 103 de nos webinaires qui pour une fois est consacré à quelque chose d'un petit peu différent. Ah, c'est un peu notre spécialité, hein, qui concerne donc les moyens de paiement, l'argent au sens large, hein, parce qu'il y a une véritable révolution aujourd'hui qui est en train d'arriver, une bataille absolument universelle, mondiale, entre les banques d'un côté, les banques centrales donc de l'autre, ou avec contre des initiatives, par exemple celle de Zuckerberg et de Libra, hein, pour une monnaie mondiale. Il y a une bataille absolument épouvantable contre des monnaies cryptographiques. Enfin, ce que nous, au TI, on est un peu la cinquième roue du carrosse. Et on doit toujours mettre en œuvre les décisions qui sont prises par nos directions. Et donc, on doit éventuellement mettre en œuvre des nouveaux moyens de paiement. C'est ce que nous faisons, nous, ici, chez Le Marçon. Donc, des moyens de paiement qui peuvent être des monnaies cryptographiques, des crypto-monnaies, hein, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce paysage est tellement en train de changer que je pense qu'il était devenu nécessaire de faire un peu le point, de rappeler les fondamentaux, de voir d'où nous venons, où nous allons, et finalement, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête, nous, OTI, quand il va falloir mettre tout ça en œuvre. Bien, alors donc, nous allons donc démarrer, si vous voulez bien. Euh, comme d'habitude, voilà à peu près donc on va dire le plan que je vais suivre, hein, rapidement. Euh, Bon, importance donc de la monnaie et des moyens de paiement sur le TI. On va faire un petit peu d'histoire, parce que l'histoire, c'est bon, d'abord c'est amusant et ça permet un petit peu de se repositionner par rapport à pour un sujet donné. Et donc là, ici, on va revenir à presque moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, évidemment, il n'y avait pas de smartphone, tant mieux pour eux, mais ils faisaient déjà du troc. Alors, du troc, c'était une première forme, on va dire, de moyen de paiement. Bon. On va revenir donc sur les fondamentaux. Je vais donc rappeler la définition précise de ce que sont les principes, les éléments qu'on va trouver donc ici. On va regarder quelles sont les monnaies d'aujourd'hui, entre les monnaies cryptographiques, les espèces et surtout les CBDC, c'est-à-dire les nouvelles monnaies cryptographiques, mais qui sont publiées, gérées par les banques centrales. Et c'est ça la grande différence par rapport à ce qu'on a connu auparavant, c'est que les monnaies cryptographiques étaient venues généralement par une initiative personnelle ou une entreprise, et elles ont court-circuité les banques centrales qui ont donc perdu une partie de leur pouvoir. Et donc on voit arriver maintenant, je crois que c'est 94 ou 98% des banques centrales de la planète, hein, 134 banques centrales qui représentent 98% donc, du PNB de la planète, qui sont lancées dans des projets comme ça. Donc, ça va avoir des conséquences sur nous, dans notre métier. Bien. On va regarder donc l'utopie. Alors, moi, j'ai toujours pensé que c'est quand même un peu ridicule, hein. Les êtres humains sont incapables donc de se mettre d'accord, sauf quand ils sont contraints et forcés de le faire sur une monnaie unique. Alors on l'a vu donc en Europe, hein, en 1999, et avec le démarrage donc au 1er janvier 2002, on a vu démarrer donc l'euro. Moi, j'ai été responsable donc à l'époque de mon TI. Je ne peux pas vous dire les problèmes que ça a posé, hein. Mais alors, avec l'arrivée d'une monnaie mondiale, ce serait évidemment encore pire. Mais je crois on dit que c'est une utopie. Je veux bien. Mais en réalité, quand on réfléchit un tout petit peu, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on ne pourra pas continuer éternellement à être les vassaux du dollar américain et de faire ce que veulent les Américains. Non, ce n'est pas possible. Les Chinois, les Européens, les Canadiens, tout le monde n'est pas, personne n'est d'accord là-dessus. Donc, forcément, on va aller vers quelque chose donc de nouveau. C'est un petit peu une utopie, mais j'y crois quand même, parce qu'à terme, je crois que ça sera quand même quelque chose d'obligatoire. On va regarder les crypto-monnaies donc, et leur avenir, mais ça, vous connaissez ça par cœur. Par contre, on va insister sur on va dire le projet qu'a eu Zuckerberg avec sa monnaie Libra. Alors, ça a été un échec retentissant, c'est vrai, mais il avait raison.
Il avait raison, parce que, au fond, l'idée était géniale d'une monnaie mondiale. Le problème, c'est que c'était un particulier, c'est une entreprise privée. Facebook et maintenant donc Meta. Et donc, les banques centrales n'ont eu de cesse que de reprocher donc à Zuckerberg des dérives potentielles, mais en réalité, elles ont eu très peur, parce qu'il avait raison, Zuckerberg, sur ce plan-là. On y reviendra donc. Les États donc, et les monnaies numériques, avec les fameux donc, CBDC, pardon, et on parlera également des stablecoins, c'est-à-dire des monnaies cryptographiques qui sont adossées à une valeur, qui en général, d'ailleurs, ça peut être de l'or, hein, assez souvent de l'or, mais c'est aussi souvent le dollar, et le dollar américain, voire parfois sur une autre monnaie cryptographique. Donc on parlera de ces stablecoins qui représentent quand même un volume on va dire, de mouvements sur la planète absolument considérable. Hein. Il n'y a pas donc que les bitcoins. Bon, le risque, évidemment, quel est le risque de se lancer dans des monnaies de type CBDC, donc gérées par les banques centrales? C'est un risque grave et je vais donc essayer de le déterminer. Et on va terminer par la question suivante, est-ce que les espèces, hein, les billets, les pièces, hein, peuvent disparaître? Alors, pratiquement tous les pays sont d'accord là-dessus, il faut faire disparaître les espèces. Sauf que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et j'expliquerai pour quelles raisons. Il y a aujourd'hui des tentatives qui sont tout à fait claires, hein, et bien faites pour avoir des équipements qui permettent de faire des petits règlements, mais ça ne prend pas très bien. Hein, ça prend dans certains contextes, par exemple un événement avec les fameux bracelets, hein, mais ce n'est pas quelque chose de véritablement répandu partout. Et on finira par l'impact donc sur le TI. La question que je pose, ou plutôt la vérité qu'il faut donner dès le départ, c'est que la monnaie, chers amis, c'est un instrument de pouvoir, le dollar. Hein, et c'est comme la langue, la puissance aujourd'hui britannique, elle vient très largement de la diffusion planétaire de la langue anglaise. C'est l'une des raisons. Donc c'est le pouvoir. C'est la maîtrise, par exemple, des unités de mesure. Il y a quelques dizaines ou centaines d'années, on ne se comprenait pas parce que les mesures n'étaient pas les mêmes. Mais maintenant, celui qui veut dire gère et maîtrise une unité de mesure, qu'il soit le kilogramme, le litre, le yard, tout ce que vous voudrez, il a une forme de pouvoir à laquelle il s'accroche. Et il y a également l'écriture. Le pouvoir passe également donc par l'écriture et par sa diffusion. Bon. Et donc, c'est pour ça que les CBDC, c'est quand même une réaction donc aux monnaies cryptographiques, aux crypto-monnaies, et ça montre bien que les directions centrales et les gouvernements, les États, ne pouvaient pas laisser éternellement, disons, une dérive et une perte de pouvoir, parce que la perte de la gestion donc de la monnaie, c'est une perte de pouvoir. Et ça explique donc l'arrivée, on va dire, des CBDC. Alors, nous, au TI, on est directement concernés. Hein. Alors, moi, ça me rappelle des souvenirs absolument épouvantables, parce que j'ai vécu, j'ai implémenté, j'ai mis en œuvre dans mon contexte, donc, le passage à l'euro. L'euro, alors, on ne connaissait pas bien. D'abord, ça c'était en France, il y avait déjà eu donc une évolution un peu avant, qui était le franc, vers le nouveau franc. Déjà, ça nous avait causé quelques cauchemars. Hein. Mais là, c'est quand même plus compliqué. Hein. Et surtout, ce que je me souviens surtout du fait que les hiérarchies, les directions générales, ne se rendaient pas compte de ça. Quand on leur disait, mais vous savez, on a 1400 applications qui sont concernées par la monnaie, on répondait, il n'y a qu'à le faire. Débrouillez-vous, c'est votre métier. Oui, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ils ne comprenaient pas. Ça a donc été, pour moi en tout cas, un traumatisme. Et quand on regarde ce que ça a coûté, alors vous me pardonnerez, hein, donc je vais m'exprimer ici en euros, puisqu'on parle du passage à l'euro, ça a coûté donc à peu près entre 10 et 15 milliards d'euros, dont
4 à 5 milliards uniquement pour les applications bancaires, les logiciels, on va dire, la formation, etc. Bon, c'est pas extraordinairement élevé, hein, mais c'est quand même important. Et pour les entreprises, vraiment, ça a provoqué donc un traumatisme évident. D'autant plus que cela s'est passé en même temps, j'allais dire concomitamment, avec le passage à l'an 2000. Là encore, on s'était fait avoir, hein, puisqu'on codait donc la date sur les 2 derniers caractères, mais finalement, la date, c'était les 4 caractères, c'était pas simplement les derniers. Alors, je peux vous dire que la consommation de médicaments, vous voyez, de genre aspirine, Tylenol et compagnie, ah, ça y allait, hein, parce que ça n'a pas été simple. Donc j'en ai gardé un souvenir et donc il fallait le rappeler parce que ce que l'on évoque ici avec les moyens de paiement, c'est pas quelque chose de neutre pour nous dans l'informatique. Il faudrait que, on va dire, les directions se rendent compte de ça parce que c'est pas simple. Je fais un peu d'histoire parce que c'est toujours amusant donc de rapprocher un peu donc le sujet dont on parle historiquement. Alors on peut remonter donc à peu près à 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'était vraiment pas hier, hein. Là, on a commencé donc à faire du troc. Alors, on faisait donc du troc avec des produits, c'était du sel, du blé, des coquillages, voire du bétail. Bon. À peu près à 3 000 ans, donc avec Jésus-Christ, on a vu apparaître la monnaie métallique. La première, alors c'était du bronze, de l'or et de l'argent. C'est pas une invention récente, hein, 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est dans l'Antiquité, donc avant moins 1000, on va dire, avant Jésus-Christ. Là, on a vu arriver donc les premières pièces frappées avec des têtes d'animaux. Au début du Moyen-Âge, on a vu donc la création du sou d'or, hein, qui a été remplacé après donc, par l'argent, parce qu'il y a eu une pénurie d'or, donc il a fallu s'arranger. Hein. La création des lettres de change, c'était donc à la fin du Moyen-Âge, hein, 1450. Je rappelle que le Moyen-Âge, c'est 500-1500, c'est 1000 ans d'histoire, hein, le Moyen-Âge. Ensuite, on a eu, en 1742, ça a été la création du chèque. Au XVIIIe siècle, création des premiers billets de banque par un dénommé John Law, ce qui a été une catastrophe économique par les pays qui l'ont implémenté, mais l'Écossais, donc John Law, a quand même provoqué finalement un séisme dont on ressent encore les effets aujourd'hui, effets bénéfiques bien entendu, donc aujourd'hui. En 1967, donc invention de la carte bleue plutôt d'origine française, et l'invention en 1974 de la carte la puce, et il se trouve, l'histoire d'ailleurs c'est amusant parce que c'était tout à fait au début de mes activités et donc j'ai été chargé d'implémenter la première carte à puce sur des moyens de paiement pour acheter de l'essence. Et c'était inventé, la carte à puce avait été inventée par un dénommé Roland Moreno, que personne ne comprenait, mais il avait collé dans la carte un petit processeur qui avait un problème, c'est qu'il était un peu trop épais. Un peu trop épais, donc on n'arrivait pas à faire rentrer donc les cartes dans les lecteurs, donc pour pouvoir payer donc votre essence. J'en ai gardé un souvenir d'abord intéressant parce que Roland Moreno n'a pas été reconnu pour ce qu'il était. Et je connais beaucoup de pays qui se sont appropriés donc la découverte de ça. En fait, c'est Roland Moreno. En 1990, on a vu arriver donc le paiement sans contact qui aujourd'hui représente énormément de transactions. Et donc, je vous disais tout à l'heure, en 1999, arrivée donc de l'euro, hein, qui a été un moyen de fédération. Alors, ça a commencé avec 11 pays, tous les pays européens. Ne sont pas concernés, en particulier le Royaume-Uni, donc de toute façon lui il est parti depuis, hein, mais le Royaume-Uni n'a pas accepté donc de passer sur une monnaie unique. Par contre les Allemands l'ont fait, et pourtant je les croyais assez attachés donc au Deutschmark, mais sans doute avait-il on va dire des rappels de mémoire à la fin de la guerre, avec la chute terrible donc, du mark, pour acheter une baguette de pain ou un morceau de pain, ça coûtait à peu près 1 milliard de marks. Alors évidemment, pour éviter ce genre de choses, ils étaient quand même assez traumatisés, il faut le reconnaître. Il y avait des raisons pour ça. Hein. Et donc, ils sont allés sur une monnaie donc, unique. Bon. Alors, quelques rappels donc, sur les fondamentaux. D'abord, je rappelle on va dire une monnaie, c'est un instrument qui a 3 missions. Compter, payer et servir donc de réserve donc, de valeur.
En principe, une monnaie, elle est chargée de valoriser et de sécuriser l'économie. On dit que l'on va battre la monnaie. C'est important, parce que c'est pour cela que le Bitcoin n'est pas une monnaie. C'est une valeur de spéculation, je ne le dis pas. Par contre, ça ne peut pas être une monnaie parce qu'elle est limitée à 21 millions donc, de Bitcoin qui pourront être émis au maximum. Ce n'est pas possible de faire plus. Donc, ça ne peut pas être une monnaie et ce n'est pas une monnaie. Une unité de compte, alors c'est l'unité monétaire de référence, d'accord? Elle permet de mesurer en fait la valeur des choses, l'unité de compte. C'est la première, donc, on l'a dit, donc compter, la première donc des trois missions donc de la monnaie. Alors, il y a 4 types de monnaies. Je vais vous montrer un schéma un peu juste après. Alors, vous avez les pièces métalliques, vous avez donc les billets en papier, vous avez ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est l'argent qui est enregistré dans les comptes bancaires gérés par les banques, dans les comptes des entreprises ou des particuliers gérés par les banques. Un chèque, on a les chèques, on a les cartes bancaires, les avis de prélèvement. Alors en France, on a ce qu'on appelle les TUP, donc le titre universel donc, de paiement. Il y a les virements, les retraits au guichet, etc. Et cette monnaie, ces monnaies représentent à peu près 88% de la monnaie donc, en circulation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les monnaies scripturales. On a les monnaies fiduciaires. Les monnaies fiduciaires, c'est le regroupement des monnaies métalliques et papier. Alors, la caractéristique, ce sont des monnaies dont la valeur est imposée par l'État. Elle ne dépend pas, comme une monnaie cryptographique, par exemple, d'un algorithme, mais c'est l'État qui va l'imposer. Et donc, en particulier, qui va se permettre, à un moment donné, de faire une dévaluation, comme on le faisait couramment avant, pour valoriser, on va dire, pour donner un coup de fouet donc, à son économie. On dit qu'elle s'oppose, on va dire, cette monnaie fiduciaire, elle va s'opposer donc à on va dire, à une monnaie dite de commodité. C'est donc essentiellement l'or et l'argent. Et il faut se rappeler que la valeur nominale d'origine d'une monnaie fiduciaire, elle est très supérieure à sa valeur intrinsèque, à ce que vaut l'or et l'argent. C'est vrai que il faut quand même se rappeler, et puis il y a une évolution évidemment dans le temps. Bon, alors, ce qu'on appelle également une autre notion qu'on va retrouver assez souvent, c'est la notion de monnaie fiat. Une monnaie fiat, je l'ai rappelé ici, donc quelle est l'origine donc latine donc du mot, ça véhicule la notion d'autorité. Qui décide de quelque chose. Par exemple, la Banque centrale européenne décide tout pour l'euro, qui est donc une monnaie fiat. La Fed américaine décide tout pour le dollar américain. Le yuan chinois, c'est pareil. Ça, ce sont des monnaies fiat, mais qui peuvent être des monnaies donc fiduciaires ou qui peuvent être donc des monnaies scripturales. C'est une façon, on va dire, de décrire donc une monnaie. Bon, le plus gros inconvénient, on va dire, d'une monnaie fiduciaire, celle qui est donc décidée, dont la valeur est décidée par un État, par une banque centrale en général, c'est que sa valeur va varier donc en fonction de l'humeur des politiques. Et donc, ils financent leurs opérations par une dévaluation, donc ça a pour conséquence quand même de ruiner beaucoup d'épargnants. Donc, vous voyez à peu près comment ça se situe. On a donc les monnaies métalliques, scripturales, les monnaies fiduciaires. Voilà, il faut donc bien se rappeler de cette distinction. Alors, vous avez sur ce schéma, on ne va pas trop le regarder dans le détail, mais je trouvais ça très intéressant parce que c'est un schéma donc, qui montre quelle est la dévaluation du dollar depuis 1913. Alors, vous voyez ce que vous pouviez, alors, pas complètement, on ne peut pas tout reprendre, mais on dit ce que l'on pouvait acheter avec $1 à telle époque, pour acheter la même chose aujourd'hui, il faut tant de dollars. Et là, on se rend compte que c'est une vraie catastrophe. Parce que vraiment, l'inflation a été gigantesque. Et donc, ça permet un petit peu de repositionner les choses. Donc, c'est la dévalorisation donc, du dollar depuis, on va dire, 1913. Bon. Alors voilà le paysage tel que nous connaissons donc aujourd'hui. Donc, ça résume ce que je viens de vous dire à l'instant. On va dire que pour l'instant,
On verra un peu plus tard ce que sont les CBDC, on va regarder ça plus en détail. Hein. Euh, Vous avez donc les espèces, hein, les monnaies métalliques, on appelle ça aussi des monnaies divisionnaires. Vous avez donc les billets, on appellera ça les espèces, ne pas confondre donc avec le paiement cash. Le paiement cash, c'est paiement comptant. Mais souvent, dans la littérature ou dans les logiciels, on nous dit on peut faire un paiement cash, ça veut dire paiement avec des espèces. Donc c'est un petit peu un détournement de la, on va dire, de l'étymologie donc du mot. Les monnaies scripturales, donc ce sont bien les titulaires de compte, c'est ce que je viens de vous dire, les monnaies fiduciaires imposées par les États. Ensuite, vous avez les monnaies cryptographiques sur lesquelles je vais revenir un petit peu. Alors, le Bitcoin, hein, bon, c'est pas une monnaie, mais vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Hein. Vous avez les stablecoins qui sont en fait des coins, mais qui sont assez stables dans le temps parce qu'elles sont adossées sur quelque chose. Et puis, vous avez les altcoins qui sont des alternatives. Et c'est là où j'ai donc mis Libra, puisque Libra, qui est une monnaie à vocation mondiale de Facebook, eh bien, c'est quand même une monnaie cryptographique qui est fondée, elle aussi, sur une blockchain. Et puis, vous avez les trois formes de monnaie cryptographique que voudraient imposer les banques centrales dans un très grand nombre de projets donc de par le monde. Elles ont eu très chaud, hein, elles ont eu très peur de l'affaire Libra. Donc, elles veulent absolument reprendre la main maintenant. Elles veulent la reprendre et donc elles se lancent dans des CBDC qui sont des monnaies cryptographiques centrales. Alors, vous en avez de trois types, on le verra plus en détail. Vous avez donc les CBDC de type, on va dire, particulier, donc, qui peuvent être utilisés par des particuliers pour faire leur paiement. Vous avez le wholesale. Là, c'est uniquement destiné CBDC Wholesale destiné donc uniquement aux banques centrales pour communiquer entre elles, pour se faire des transferts, vous voyez, donc c'est pour elles, c'est pas pour le particulier. Et puis vous avez également, un peu plus rarement, vous avez le mode donc CBDC donc hybride, qui est un peu un mélange donc un mélange des deux, à peu près donc la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre paysage donc monétaire. Alors la monnaie unique, j'ai vu avec plaisir que je ne suis pas le seul capable de rêver un petit peu. Déjà dans les années 80-90, des gens très sérieux se disaient, mais enfin, on ne va pas continuer comme ça à faire n'importe quoi, des conversions, des politiques complètement désorganisées dans les pays. Il faudrait avoir une monnaie donc qui soit unique. Et voyez-vous, qui le demandait le plus à l'époque? Eh bien, c'était les Chinois, bien sûr, qui voyaient à travers cette monnaie unique universelle le moyen de ne pas dépendre donc du dollar, mais également donc les Européens, bien sûr, étaient très pour la même raison. Hein. Et il y avait aussi le Fonds monétaire international et qui avait lancé une initiative qui était celle qu'on appelait les DTS. Les DTS, c'est-à-dire, on va dire, ce sont des droits de tirage spéciaux hein, utilisés donc pour servir de monnaie unique. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, ils se sont posé la question. Et je pense qu'ils ont eu raison. Simplement, cette future monnaie unique utopique, est-ce qu'elle doit être adossée sur les banques? Personnellement, je ne crois pas. Je rêve, on peut toujours rêver, hein. On pourrait imaginer une monnaie qui serait acceptée par tous les pays. En gros, il y en a à peu près 200, hein, et qui serait valorisée par qui? Par un organisme indépendant. Aujourd'hui, malheureusement, à part le FMI et puis peut-être l'ONU, je ne vois pas qui pourrait bien jouer ce rôle. D'ailleurs, c'est un peu le même problème que l'on a avec l'identité unique. C'est un petit peu la même chose. Mais je pense qu'on sera obligé d'y venir. Pour l'instant, les banques centrales des pays, j'en ai indiqué un certain nombre ici, sont bien sûr très réticentes parce qu'elles perdent leur pouvoir. Toujours pareil, elles perdent leur pouvoir et donc elles ne veulent pas. Et donc il faut s'opposer à toute initiative, d'une manière violente parfois, hein, qui pourrait aboutir à ça. Alors, jusqu'à l'arrivée donc de la blockchain, on pouvait considérer que c'est quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais regardez, une blockchain, c'est quoi? Finalement, c'est une architecture distribuée où chaque nœud de l'architecture possède la totalité des informations donc véhiculées par le réseau
et est responsable pour sa part des actions qui le concernent. Donc on peut très bien imaginer une blockchain avec toutes les banques centrales, sans autorité centrale, simplement peut-être une autorité administrative, simplement chargée de la réglementation et de choses comme ça, mais qui n'imposera pas des décisions, et c'est tout à fait envisageable. Et c'est ça que voulait faire, donc, qu'a voulu faire, et qu'a fait d'ailleurs Zuckerberg avec Libra. Et donc, avant, c'était utopique, maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et on pourrait donc imaginer cette monnaie unique, mondiale, adossée sur un panier de valeurs or, de valeur argent, des métaux rares par exemple, mais aussi donc peut-être un panier de devises dans lequel vous pourriez trouver, je sais pas, le dollar américain, le dollar canadien, mais le dollar canadien est quand même très très proche du dollar américain, l'euro. Et donc, il faudrait trouver une espèce de cote mal taillée pour pouvoir s'appuyer là-dessus et garantir finalement la non-volatilité donc de la monnaie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, à mon avis, faisable. Et je suis convaincu, chers amis, qu'un jour, on y arrivera. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on va continuer à patauger dans la semoule comme on le fait aujourd'hui et à faire n'importe quoi et à laisser le leadership aux Américains, ce qui n'est pas une bonne chose, mais ça, pour un tas d'autres raisons, c'est mon point de vue. Bon, alors, quelques mots quand même sur les monnaies cryptographiques, parce que tout le monde connaît ça, mais simplement ça permet de rappeler un tout petit peu les choses. Hein. Je rappelle que ce sont des monnaies donc virtuelles, décentralisées, administrées par une blockchain. Alors, il y en a toute une série, il y en a énormément. Hein. La principale motivation donc, de ces monnaies cryptographiques, c'est de se libérer donc du joug, non pas des Américains, mais cette fois-ci des directions centrales, considérées par beaucoup comme une bande de voleurs, hein, voilà, et donc qui passent leur temps donc à nous ruiner. Bon. Bien sûr, il faut prendre et en laisser. Hein. Elles ne sont donc pas gérées par une banque, un État, une autorité monétaire, mais par on va dire un organisme. Elles sont indépendantes. Voilà. Alors, elles sont fondées sur quatre leviers. Vous avez puisque c'est une blockchain, donc elles sont fondées sur un réseau décentralisé, j'insiste bien sur décentralisé, ne pas confondre avec réparti. Réparti, c'est comme si chacune des banques centrales faisait une partie du travail. Non, non, là, tout le monde a la même chose. Et donc, comme avec un bitcoin, hein, car au fond, c'est un bitcoin un peu généralisé, eh bien, ça revient. Si vous faites quelque chose d'anormal quelque part, ça ne passera pas. Parce qu'il faudrait faire la même chose partout. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est une bonne manière de protéger. Donc, on parle bien de réseaux décentralisés. L'échange, donc, pair à pair, puisqu'on peut organiser, donc, on peut avoir des échanges qui se font entre deux nœuds de la blockchain, c'est donc une monnaie virtuelle, et sécurisée par tous les mécanismes de type hash, vous savez, empreintes que vous trouvez donc dans la blockchain. Alors, on les stocke dans un portefeuille numérique, mais là, bien sûr, je ne vous apprends rien. Alors, ce qu'on appelle les altcoins, qui est la contraction donc, de alternatif et de coin, hein, alors aujourd'hui, il y en a 5000. 5000 monnaie comme ça, hein, de type altcoins. Alors, et en fait, il n'y en a que 10% à peu près qui servent à quelque chose. Hein. Alors, en tout, il y aurait, paraît-il, 9891, alors j'ai fait le calcul il y a ces jours-ci, hein, crypto-monnaies donc dans le monde, et ça représente une capitalisation de 2,11 téra donc dollars. Alors je me suis demandé si c'était beaucoup ou pas beaucoup. Ben, il suffit de comparer avec le produit national brut des États-Unis, qui est de 23 300 milliards de dollars. Donc en fait, le marché mondial des crypto-monnaies représente 9% du produit national brut américain. Donc, c'est pas non plus, mais c'est beaucoup, hein, mais c'est pas non plus colossal. Hein. Il y a des chiffres, des nombres qui sont plus élevés. Bon, donc les monnaies cryptographiques. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma avec toutes ces monnaies. Alors, on n'y comprend plus rien. Hein. Il y en a énormément. Alors, je pense que c'est ingérable.
Et pour illustrer le fait que c'est ingérable, au fond, je me suis rappelé du général de Gaulle, qui était le président donc, français il y a quelques années, et qui disait les Français, la France est un pays ingérable. Pourquoi? Parce qu'il y a 258 sortes de fromages différents. Il l'a dit effectivement. Hein. Bon, il y a d'autres raisons pour ça, mais comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans? En plus, vous avez des architectures décentralisées avec sans aucune hiérarchie. Il y en a d'autres qui ont une hiérarchie, il y en a qui sont privés, il y en a d'autres qui sont publics. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va bien falloir un jour faire le ménage et peut-être que les solutions de type CBDC justement permettront donc de le faire. Alors vous avez ici. Alors je rappelle que sur historiquement en tout cas, les bitcoins ont commencé donc en 2009. Mais c'est pas une monnaie véritablement, qui était fondée sur l'anonymat donc des transactions, hein, donc très apprécié de certaines mouvances, hein, vous voyez qui je veux dire, et l'absence de régulation donc centrale. Il y a donc des milliers avec une globalisation qui est absolument considérable, une valorisation considérable. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici avec les bitcoins, le Litecoin, Ethereum, qui n'est pas simplement une monnaie, mais également une architecture de mise en œuvre que l'on doit donc à Vitalik Buterin, et que je crois c'est la numéro 2 hein, dans les monnaies cryptographiques. Vous avez Ripple, vous avez Zcash, vous avez Dash, vous avez tout un tas, chacune avec une motivation, un succès plus ou moins grand. Enfin bon, il y en a donc beaucoup, et c'est ça finalement qui est relativement inquiétant. Alors, si je reviens maintenant sur on va dire, l'inquiétude qu'ont eu les directions centrales, les banques centrales. C'est sur l'affaire Libra. Je reviens là-dessus parce que Zuckerberg a eu un coup de génie. On peut penser que c'est un escroc, qu'il vole les données personnelles, peut-être, mais là n'est pas mon propos. Sur la perception donc de la monnaie, Zuckerberg avait raison. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ce projet donc, de monnaie cryptographique dite CBDC, on va y revenir un peu plus loin, donc il est né en 2019. Et c'était une stablecoin, donc en fait avec une parité par rapport au dollar, la parité étant de 1 à 1. Ça veut dire que si le dollar évolue en plus 0,1%, par exemple, eh bien, la monnaie donc de Facebook progressait de la même manière. Alors, c'est pas toujours exactement 1 pour 1, mais c'est quasiment ça. C'est vraiment une stablecoin. Alors, ce qu'on aurait pu reprocher dès le départ à cette monnaie donc, de Zuckerberg, c'est le fait que c'est une monnaie privée et que finalement le consommateur était quand même captif. Hein. Alors, pour ne pas effaroucher donc, le monde de la finance, Zuckerberg a dit, moi, Facebook, je ne m'en occupe pas. Et je confie la création de la monnaie que l'on a donc qu'il a appelée Libra à une association de partenaires que l'on va baser donc en Suisse, à Genève, et donc voilà, c'est des gens qui vont se préoccuper de ça. Eh bien, vous avez ici à droite, hein, sur votre écran, vous voyez donc le nom de certains de ces partenaires. Vous avez eu eBay, vous avez eu Stripe, qui aujourd'hui est un spécialiste britannique donc des paiements, vous avez Visa, Mastercard, de Vodafone. Attendez, ce n'est pas des petits joueurs. Donc, les banques centrales se disaient, mais attention là, c'est que le monde est en train de basculer vers une monnaie unique qui sera accessible à des gens qui n'auront pas de compte. Hein, ils auront simplement des Libras. Ils auront un portefeuille de Libras. Alors, ils ont commencé à transpirer et à se dire, c'est une catastrophe. Alors, bien sûr, Libra devait être indépendant donc, des réseaux bancaires hein, et accessible par qui? Par les 1,7 milliard d'individus sur la planète, près de 2 milliards d'individus qui n'ont pas de compte bancaire. Il y en a près de 2 milliards. Et Zuckerberg s'est dit, ben c'est quand même un peu dommage, on va leur donner le moyen, on va dire, de leur donner ou leur transférer des Libras qu'on aura achetés sur une plateforme, on va leur transférer et eux pourront donc s'en servir par des SMS, par des messages ou par le réseau social donc, de Facebook. 1,7 donc milliard. Bon. Beaucoup de partenaires, je vous l'ai dit, donc, qui étaient donc qui d'ailleurs depuis se sont retirés. Hein. Alors les réponses
les réponses donc des banques centrales, a été immédiate, très violente. On a accusé donc Facebook de ne pas respecter donc la vie privée des usagers. C'est vrai que Facebook aurait pu favoriser donc la monétisation des données personnelles, mais que ça leur plaise ou non, de toute façon, ces données personnelles, un jour ou l'autre, seront monétisées. C'est certain. Et ça constituera d'ailleurs probablement une nouvelle forme, on va dire, de paiement, hein, voire, on va dire, de salaire, hein, pour des gens. Bien. La concurrence peut être faussée. On dit, puisque c'est Libra qui commande, enfin c'est Libra, c'est Facebook qui commande, il peut faire ce qu'il veut. Alors là, attention pour la loi antitrust. De toute façon, nous pensons maintenant que la loi antitrust ne sert plus à rien, puisque tous les procès que font le Congrès américain ou le ministère, différents ministères et agences américaines, on pourrait l'expliquer plus en détail, hein, mais en fait, elles ne pourront pas faire grand-chose. Ces lois antitrust, on n'est plus dans la situation où on était donc autrefois. Et donc, on reprochait surtout à Facebook de ne pas être élu. Alors, ils disent, nous, les banques, nous, on va dire les banques centrales, nous sommes l'émanation d'un État. L'État est constitué de députés, de présidents, de tout ce que l'on voudra, qui ont été élus par le peuple. Nous sommes une organisation démocratique, pas Facebook. C'est vrai que c'est recevable, mais là, on dévie un tout petit peu. C'est-à-dire que les banques centrales et les pays ramènent donc la couverture à eux. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un moyen de paiement qui soit universel et qui ne dépende pas d'une autorité. Donc voilà. Alors, Libra, à la suite de ça, a été abandonné très vite. Moins de 2 ans après, Libra a été abandonné. Diem a vendu donc ses actifs. La même année, d'ailleurs, en 2019, les gros joueurs, hein, qu'il y avait dans Libra ont abandonné donc le train, hein, en marche, hein, commencé par Visa, Mastercard, parce que les conséquences auraient pu être terribles. Là, il y avait du chantage. On disait, si vous allez là, nous, gouvernement et nous, banque centrale, nous allons vous mener une vie d'enfer. Alors, officiellement, ils disent que ce n'est pas vrai. Mais évidemment que c'est vrai, puisque je vous dis, Mastercard, Visa et d'autres se sont retirés donc immédiatement, 3 mois après, alors qu'ils avaient réfléchi au sujet depuis des années. C'est quand même pas très normal. Bon. Donc, cette fameuse affaire Libra, donc il faut toujours l'avoir en tête, hein, parce qu'elle explique pourquoi on a donc maintenant l'arrivée de CDBC. Alors CDBC, donc ce sont en français des monnaies numériques de banque centrale. Voilà. Ce sont des monnaies donc cryptographiques qui sont fondées donc sur des architectures distribuées donc de type donc blockchain. En fait, ce sont la plupart du temps les projets donc de CBDC dans les pays. Ce sont des projets on va dire de numérisation des monnaies qui existent dans ces pays. C'est le cas de la Chine, par exemple, avec le yuan, ou de l'euro, puisqu'il y a un travail actuellement d'études sur la numérisation, la crypto-monnaie euro qui pourrait arriver. Alors, je précise quand même une chose, c'est que d'un point de vue avancement du projet CDBC, on n'y est pas encore. Actuellement, il n'y a que 3 pays qui ont lancé on va dire des projets véritablement opérationnels. Ce n'est pas les plus importants, hein, c'est les Bahamas, le Nigeria et la Jamaïque, mais il y a énormément de projets. Et donc, c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, hein, sur le coin de la tête, un de ces 4 matins, c'est une certitude. 134 pays et unions monétaires, comme je vous le disais, qui représentent 98% donc, du produit national brut. Et il y en avait donc 134 pays qui l'étudiaient et 66, ça c'était en octobre de cette année, hein, donc très récent, hein, qui sont très avancés. Donc c'est quelque chose qui va donc aboutir. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui commande et qu'est-ce qui dirige? Ce sont les banques centrales. Et elles vont donc récupérer donc les mouvements qui se sont produits et vous allez avoir dans les mois qui viennent, avec l'avancée donc des CBDC, vous allez avoir on va dire, un désamour par rapport donc aux monnaies cryptographiques
qui vont plus ou moins disparaître. De toute façon, il y en a des milliers, près de 10 000, hein, donc c'est pas jouable, ça ne peut pas continuer, donc, continuer comme ça. Et je vous ai dit donc tout à l'heure donc quelles étaient les trois formes donc de CBDC donc aujourd'hui, hein, le wholesale entre les banques centrales elles-mêmes, le retail qui concerne également les particuliers, et puis l'hybride dans lequel on peut faire donc les deux. Alors je vous ai mis dans le schéma ici quelques exemples donc on va dire d'organismes ou de banques centrales qui travaillent sur le sujet. C'est la Banque du Canada qui travaille là-dessus. C'est la réserve, donc la banque australienne, la zone euro qui est très avancée, la Banque fédérale donc américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque de Corée et une association qu'il faut bien avoir en tête qui s'appelle la BISIH, qui est une association de banques centrales. Et dans beaucoup de projets, je vais vous les montrer, vous avez donc les banques centrales, mais vous avez également ce BISIH, qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est une espèce d'organisme qui essaye un petit peu de piloter tout ça. Donc dans le futur, on peut imaginer que BISH va prendre de plus en plus d'importance parce que les banques centrales sont partie prenante dedans. Donc il faut toujours avoir un œil vers cette organisation. Bien. Alors pourquoi les banques, finalement, donc CBDC, je crois donc avoir défloré donc un tout petit peu le sujet maintenant. Je crois que les banques, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans les banques parmi vous, hein, des banques, elles se sont endormies. Le confort les a endormies. Elles sont sur des marchés qui sont des marchés captifs et donc il ne peut rien leur arriver. Regardez les fintech. Les fintech qui sont donc des idées géniales qui avaient été émises par des particuliers ou des entreprises, ce n'est pas les banques qui les ont eues. Alors après, elles ont récupéré le mouvement, soit en implémentant les mêmes mécanismes que certaines fintech, soit en rachetant les compagnies fintech. Mais ce n'est pas elles qui avaient eu donc l'idée donc à l'origine. Pareil pour les crypto-monnaies, ce n'est pas les banques qui étaient à l'origine de ça, c'est des particuliers ou des entreprises. Les banques se sont endormies. Il faut bien voir les choses là. Donc, on l'a dit, l'arrivée donc des CBDC, c'est la grande crainte donc des monnaies privées qui sont synonymes donc de perte de pouvoir, et donc ces banques centrales reprennent la main pour mettre en œuvre donc des monnaies cryptographiques, mais cette fois-ci gérées par une banque centrale ou plusieurs donc banques centrales, avec des avantages présentés. Alors ça c'est Deloitte donc qui nous propose ça. On espère donc, ils espèrent des gains d'efficacité donc dans les paiements. Donc ça c'est surtout présenter ça, c'est la France qui présente ça. La réduction des coûts d'intermédiation, je ne suis pas très convaincu, mais enfin bon. Le développement d'une société cashless. Alors, c'est donc une société cashless, comme on le verra à la fin, c'est une société dans laquelle on peut payer sans avoir d'espèces. Ce n'est pas une société dans laquelle il n'y a plus d'espèces. C'est une société dans laquelle on peut payer sans avoir donc d'espèces, par des montres, des bagues, des téléphones, etc. C'est très intéressant pour faire des paiements transfrontaliers, bien évidemment. Ça, c'est le Canada qui est très à cheval là-dessus, Singapour et le Royaume-Uni, mais aussi donc le projet Libra, puisque là, vous n'avez plus vraiment, pas nécessairement donc des frontières, et vous pouvez avoir des accords entre banques centrales. C'est la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est la lutte donc contre la corruption, c'est la stabilité donc que recherche le Venezuela, mais c'est vrai que le Venezuela, en termes de monnaie, ils ont véritablement explosé. D'ailleurs, ils s'étaient lancés sur une monnaie cryptographique qui n'a pas été une réussite. Et puis la sécurité des paiements, ce sont en général des stable coins. C'est, on va dire, l'inclusion financière des pays émergents. Ça permet à des pays qui arrivent sans avoir forcément des infrastructures suffisantes de s'insérer, on va dire, dans le mouvement mondial, le mouvement brownien mondial autour donc des monnaies. Par exemple, c'est une des raisons donc pour lesquelles les Bahamas sont arrivés là-dessus, les îles Marshall, et c'était donc effectivement la motivation donc de Libra. C'est un accès plus simple donc à la monnaie pour des populations sans banque ou sous-équipées. C'est ce qu'on vient de dire. Réactivité donc dans les paiements donc domestiques intérieurs et plus grande transparence dans le mouvement financier. Là, je ne suis pas du tout convaincu
parce que je fais faire confiance donc à ces organismes pour au contraire d'être le plus opaque possible. Bon, alors voilà quelques exemples. Alors vous voyez, c'est pas vieux, ça date d'hier, ça. Ouais, donc c'est vraiment très récent. De quelques exemples donc de projets qui sont en cours aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez, alors c'est les plus connus, hein, peut-être vous serez concernés. Je vous ai mis ici le nom du projet. Je vous ai mis les pays qui sont concernés et je vous ai mis en dessous si c'est du type banque centrale à banque centrale, donc wholesale, ou bien si c'est du retail. Et vous voyez, par exemple, Digital Euro. Digital Euro, c'est donc à la fois les deux. Bon, ça sera une monnaie, si elle voit le jour, parce que ce n'est pas certain, hein, ça sera à la fois retail et wholesale. Imaginez demain que l'euro digital, hein, l'euro numérique, soit disponible. Donc, aussi bien pour les particuliers que pour les banques centrales. Vous vous rendez compte de l'implication dans nos applications informatiques? On va recommencer avec le traumatisme donc du passage à l'euro. C'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus parce que je l'ai vécu. Donc j'ai pas envie que ça recommence. Là, cette fois-ci, c'est pas moi qui le ferai. Bon, vous avez donc Dcash, vous avez Agora, Mariana, vous avez des projets suisses. Vous voyez, vous retrouvez souvent BISIH, hein, donc cette organisation commune. Et puis vous avez en bas à droite nos amis chinois qui ont lancé donc le eCNY, donc qui est une monnaie chinoise, mais qui doit avoir également, elle sera également valide donc à Macao et bien sûr à Hong Kong, puisque Hong Kong fait partie maintenant de l'environnement chinois. Croyez-moi, ça bouge beaucoup, hein. Et donc les entreprises, pas nécessairement nous, OTI, parce qu'après tout, là, on est à la périphérie de on va dire, de notre responsabilité. Mais il faudrait que dans l'entreprise, des gens s'intéressent à la chose et que ça ne nous tombe pas dessus un beau jour comme la pluie, hein. Non, il faut quand même prévoir ça à l'avance. Bien. Alors, je précise quand même que BISIH a été créé, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est une organisation qui date de 1930. Et c'est une société anonyme dont les actionnaires sont donc un certain nombre de banques centrales, mais il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment une organisation à laquelle il faut s'intéresser parce qu'elle aura un rôle, à mon avis, majeur à jouer donc, dans les années à venir. Sur ce dessin, alors, vous avez, je vous le signale parce que ça peut vous intéresser après, vous avez ici, alors je ne l'ai pas je n'ai pas téléchargé donc l'application complète, mais Atlantic Council vous propose donc sur son site internet, hein, donc qui est un .org, il vous propose cette application-là, avec en cliquant sur les pays, vous avez l'état de est-ce qu'il y a un projet CBDC, quel est son état, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une réalité, ça concerne qui, qu'est-ce que ça fait, c'est du wholesale, c'est du retail, vous l'avez pour toute la planète. Donc, quelqu'un ou une entreprise aujourd'hui qui a une activité un peu partout dans le monde se doit s'intéresser à ça. Parce qu'il peut y avoir une obligation demain de pouvoir s'exprimer avec un moyen de paiement géré par une banque centrale qui a lancé donc, un CDBC dans un pays donné. Oui, vous voyez, j'essaye simplement d'anticiper ce qui va nous tomber dessus bientôt. Donc, vous avez chez Atlantic Council, je vous recommande, ça vaut la peine de regarder, c'est vraiment très bien fait. Vous avez ici sur le petit menu qui est à gauche, il y a 3 pays donc, qui ont lancé donc, des monnaies. Vous en avez 44 en pilote, 20 en développement, 39 qui sont en recherche. Il y en a 21 qui ont renoncé, donc inactifs. Il y en a 2 inactifs, mais pas supprimés, hein. Il y en a 2 donc, qui ont arrêté. Et puis il y a encore 5 qui correspondent, on va dire, à une description encore différente. Hein, je vous assure, hein, il faut vraiment regarder ça de près parce que ça sera l'un des éléments forts de nos futures applications donc, à venir, si nous en avons encore donc, la maîtrise. Alors, j'ai eu l'occasion donc, plusieurs fois donc, jusqu'à maintenant d'évoquer donc, les fameux stablecoins. C'est très important. Alors, vous voyez, je n'insiste pas sur les monnaies cryptographiques. Par contre, les stablecoins, qui est une forme donc on va dire de monnaie cryptographique, ça c'est très important. Très important parce que elles correspondent un peu dans la motivation à ce que fait un CBDC. Une CBDC, d'ailleurs, elles sont fondées sur d'autres actifs qui sont plus stables. Hein, donc elles cherchent la stabilité. Évidemment, on ne peut pas
on ne peut pas baser une monnaie, une économie, pardon, sur quelque chose d'aussi volatile que seraient les bitcoins. Bon, bitcoin, ce n'est pas une monnaie, ou alors un Ethereum. C'est pas possible. Vous avez donc des variations donc, de taux tous les jours qui sont considérables. Attendez, il y a quoi se suicider? C'est pas possible. Les gens responsables de la finance des entreprises vont devenir fous. Hein, donc, c'est pas possible. Donc, on recherche, et elles recherchent la stabilité, c'est évident. Alors, euh, ce qu'elles essayent de faire, c'est quand même d'être quand même relativement rapide. Alors, on a beaucoup reproché, par exemple, au Bitcoin, d'être d'une longueur désespérante dans les traitements. Hein. Tous les 10 minutes, lorsque la mise à jour des portefeuilles se fait, c'est beaucoup trop long. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes de minage qui existent avec d'autres monnaies cryptographiques qui, elles, sont beaucoup plus rapides et ne sont pas fondées sur le même mécanisme de minage que les bitcoins. Donc, elles voudraient, elles, les stablecoins, être plus rapides. Elles sont bien sûr architecturées donc, sur les blockchains et on va dire, elles combinent les avantages des deux, des crypto-monnaies. Rapidité, pas toujours le cas, et décentralisation, avec partage de responsabilités, avec des actifs classiques, hein, qui sont donc plus stables, tels que l'or et l'euro. En septembre 2024, donc il y a un mois, les stablecoins, qui sont donc des monnaies cryptographiques plus stables, hein, représentaient 8% du marché mondial des crypto-monnaies. Hein, tout à l'heure, on a vu ce que ça représentait, à peu près un peu plus de 2 Tera, dollars, donc c'est à peu près 8% de ça. Ce sont des alternatives pour des gens qui ne veulent pas prendre trop de risques. Je pense aux entreprises. Hein. On prend des risques avec les bitcoins et avec Ethereum. Là, on en prend beaucoup moins. Le principe est toujours le même, c'est la parité, un pour un. Et ça peut être du dollar, ça peut être de l'euro, ça peut être de l'or et autre chose. Il y a 4 formes de stablecoins donc aujourd'hui. Vous avez ceux qui sont adossés, on va dire, à une monnaie fiduciaire telle que le dollar. Et donc, elles suivent donc l'évolution de la monnaie. Il y a celles qui sont adossées donc à l'or, hein, et donc en fait chaque crypto-actif possède, il est donc valorisé par un petit morceau d'or. Quand il a donc un stablecoin, il possède un petit bout d'or qui est donc quelque part dans une banque, Il y a celles qui sont adossées à d'autres crypto-monnaies, mais des monnaies plus stables, hein, on va dire. Hein. Et puis, vous avez également des stablecoins décentralisés. Là, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que là, elles ne sont pas basées sur des actifs tels que l'or, l'argent ou l'euro, mais sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très élaborés et très sophistiqués, qui peuvent anticiper sur l'évolution prévisible de ce que pourrait être l'évolution prévisible de cette monnaie donc stablecoin. Donc ce n'est plus, on va dire, c'est l'algorithme qui va assurer la stabilité. Alors, je suis un tout petit peu moins convaincu parce qu'après tout, si ça marchait aussi bien, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait pour d'autres monnaies qui existaient donc jusqu'à maintenant? Mais ça, c'est donc alors vous avez quelques exemples ici, alors les plus connus sont là. Hein. Vous avez l'US dollar, vous avez le Tether, c'est le plus connu de tous. Donc le plus ancien et le plus répandu. Alors d'autres monnaies sont rattachées donc au Tether. C'est l'euro par exemple, hein, le peso mexicain numérique. Vous avez le CNHT, donc c'est le yuan chinois, donc Tether. Ça c'est une stablecoin. Vous avez First Digital, vous avez Frax, vous avez le PayPal qui a également donc une monnaie stablecoin. Alors, vous voyez, on dit que les CBDC, ce sont des stablecoins, mais les stablecoins dépassent le cadre, on va dire, restreint donc des CBDC. Mais on est quand même un tout petit peu dans la même, on va dire, dans la même mouvance. Bon. Alors, quels sont les risques qu'il y a donc à prendre donc des monnaies de type CBDC? Alors, on a donné les avantages, hein, mais on peut également donner donc les inconvénients. Alors, il y a moins d'intermédiaires financiers. Alors, on dit moins d'intermédiaires financiers, donc ça veut dire que ça va faire du chômage. Bon, je ne suis pas sûr qu'on soit très sincère donc, en disant ça. Hein. Il peut y avoir un risque de panique bancaire. Donc, si la demande de CDBC augmente brutalement, il peut y avoir une panique.
Mais à mon avis, ce n'est pas pire que la panique liée au dollar ou à l'euro, hein. D'ailleurs, on a bien vu ce qui s'est passé donc en 2008, on était à la lisière, hein. La mise en œuvre des CBDC induit d'avoir des infrastructures technologiques de haut niveau, c'est vrai, qui n'est pas accessible par tout le monde. Donc ça fait partie des choses que nous devons faire, hein, nous au TI, lorsqu'on veut s'adapter à ce genre d'évolution. C'est relativement fragile par rapport aux cyberattaques. J'ai jamais été convaincu de l'incapacité que nous aurions de ne pas pouvoir attaquer donc une structure décentralisée de type Bitcoin. D'abord, ça s'est déjà fait, hein, et on peut trouver quand même des moyens pour pénétrer ces systèmes et faire comme si tout se passait bien. Bon. Donc, une fragilité par rapport aux cyberattaques. Il y a un risque de Big Brother, c'est vrai, de perte de confidentialité des opérations des utilisateurs parce que c'est la Banque centrale à l'origine du CBDC qui va donc faire la pluie et le beau temps. Hein, très bien. On a des difficultés aussi pour harmoniser, on va dire, des politiques monétaires entre les pays qui sont à l'origine de CBDC différentes. Hein. Les CBDC ont besoin également de solutions, donc de compléments. On ne peut pas tout faire là-dessus et il ne faut pas être ayatollesque donc, dans ce domaine. Il faut être beaucoup plus ouvert que ce que j'en vois assez fréquemment donc, dans ce monde. Je pense que, contrairement à ce que l'on dit, le blanchiment d'argent sera encore plus compliqué à faire, à empêcher plutôt qu'avec des monnaies, donc, les monnaies cryptographiques donc, traditionnelles. Le terrorisme s'adaptera donc au contexte, comme il l'a déjà fait pour les monnaies donc, cryptographiques, et ça donne, à mon sens, trop de pouvoir donc, aux directions centrales. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, vous voyez, je fais un panorama assez large hein, sur ce sujet, donc des moyens de paiement. La question qu'on va se poser, c'est les espèces peuvent-elles donc disparaître? Alors, je réponds tout de suite, non. Alors, c'est vrai que depuis des années, le paiement en espèces donc diminue. En 2020, 85% des paiements par carte de crédit ou débit ont été effectués sans contact. J'avais pas de monnaie hein, sur moi. Donc, plus de pièces. Les retraits physiques au DAB, hein, aux terminaux donc, bancaires, ont diminué d'un tiers, vous vous rendez compte, un tiers, par rapport à 2019. Et beaucoup de pays se sont dirigés sans forcément jusqu'au bout du raisonnement vers la suppression donc des espèces. Alors c'était la Norvège, c'est le Royaume-Uni, c'est la Suède, mais la Suède a eu un problème parce qu'ils sont lancés là-dedans en 2012 et en 2020 il y a eu une loi qui les a obligés donc à faire un peu machine arrière parce que les utilisateurs n'en voulaient pas. Au Québec également, hein, qui s'intéresse donc à ça, la Corée du Sud, il y a donc un certain nombre de pays. Le coût, il faut voir aussi que l'une des motivations donc, de faire disparaître les espèces, c'est le coût du transfert, 50 milliards de dollars donc, par an, d'euros par an, enfin disons à peu près 55 milliards de dollars américains par an, qui est supporté bien sûr par les consommateurs. Hein, c'est les transports des espèces, les procédures de contrôle interne, le coût des manipulations des espèces par le personnel, le comptage et la préparation des fonds de pièces. Hein, dans les banques ou dans les entreprises, chez les distributeurs par exemple, le coût des erreurs et des vols, la gestion donc, des DAB et des GAB, hein, donc eux-mêmes, ça représente à peu près 35 000 à 40 000 dollars donc, à l'achat, plus la maintenance donc, derrière. Vous voyez. Alors, la Suisse que j'évoquais, la Suède que j'évoquais donc, il y a un instant, a lancé donc, en 2012 un projet qu'il a appelé Swish. Swish avec l'objectif de supprimer les espèces donc billets et pièces, d'ici 2030. Et les paiements devaient se faire par prélèvement, par virement, prélèvement par un dispositif donc, numérique, et puis par carte, évidemment. 1% aujourd'hui des transactions se font encore en espèces. Alors, ce n'est pas énorme, hein, mais il y a certains commerces qui refusent les espèces aujourd'hui, donc les clients sont un peu obligés donc d'y passer, et 60% des banques, à partir du modèle de 2012, interdisent de déposer donc des espèces sur un compte. On n'a plus le droit de déposer des dollars ou des euros sur un compte. Alors, il y a eu un mouvement de rébellion, donc qui a abouti donc en 2020 à une loi qui a obligé les banques à assurer un certain nombre de services pour les espèces. Et en particulier, chaque Suédois doit pouvoir retirer aujourd'hui de l'argent liquide
à moins de 20 km de chez lui. Vous voyez? Mais ça montre bien quand même que les habitudes ont du mal donc, à disparaître. Et je pense que ça arrivera à beaucoup de pays parce qu'on ne peut pas comme ça brutalement supprimer ça. Ça finira par partir. Après tout, on ne fait plus du troc aujourd'hui. Hein. Je n'échange pas mes vaches. Non, c'est fini le troc. Mais ça sera pareil pour les espèces, mais ça prendra quand même, à mon avis, beaucoup de temps. Alors, la fameuse, on va terminer donc ici rapidement avec ceci, donc les fameuses sociétés cashless, les sociétés donc, ce sont des sociétés non pas sans espèces, mais des sociétés qui permettent de payer avec des dispositifs, c'est-à-dire les cartes de paiement sans contact, la montre, le bracelet, hein, la bague, des boîtiers dédiés, vous en avez énormément aujourd'hui. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que ils sont quand même relativement sensibles au piratage puisqu'ils utilisent souvent le protocole donc NFC, Near Field Communication, qui est un moyen qui au départ était à courte distance, mais qui maintenant s'est étendu, mais qui n'est pas des plus protecteurs. Donc, si vous voulez pénétrer donc une transaction, connaître un certain nombre d'informations, on va dire confidentielles, si vous positionnez à côté de quelqu'un qui en fait une, et que vous avez les outils pour ça, vous pouvez rentrer dans ces transactions. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution en termes, on va dire, de sécurité. Donc, pour finir, quel sera donc l'impact donc sur notre TI? Et c'est pour ça que j'ai fait donc ce webinaire aujourd'hui. Hein. Donc, beaucoup d'entreprises, probablement les vôtres, hein, mais celles que je connais, vont devoir donc s'adapter. Hein, les clients, les fournisseurs de moyens de paiement, les distributeurs, les services Internet, les banques commerciales, pour celles qui ne sont pas concernées au premier chef. Il va falloir adapter donc les terminaux aux moyens de paiement. Quand je pense aux terminaux, c'est les smartphones, c'est les PC, comment on fait pour payer ce truc-là. Alors, il y a aussi les applications centrales qu'il va falloir donc modifier. Il va falloir intégrer de nouvelles API. Elles sont en cours de fabrication. Il y en a certaines qui existent aujourd'hui, elles sont en cours de fabrication. En cas de problème, c'est à vous que reviendra et à nous que reviendra donc le souci de mettre en place des solutions de continuité, des solutions de maintien, on va dire, de l'activité, ce qu'on appelle donc, voilà, bon. Donc, des solutions de secours en cas d'indisponibilité. On va devoir refondre donc les applications concernées. Et alors, je pense qu'il va y avoir, je l'avais un petit peu indiqué tout à l'heure, une mise à niveau de l'infrastructure, quel que soit donc le client. Alors, bien entendu, plus le client est imbriqué dans ces mécanismes-là, je pense entre autres au CBDC, plus évidemment il aura à implémenter, donc à faire des efforts donc d'infrastructure. Je vous assure, ça ne va pas être simple. Bon, voilà, donc j'ai 1 minute de retard, je vous prie de m'en excuser. Donc, je vous montre ici donc, quel sera donc le prochain webinaire qui aura lieu vendredi. C'est un webinaire qui devait avoir lieu il y a 15 jours, mais qu'on a remis donc, pour des raisons techniques. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde d'inscrits, donc ça sera donc vendredi prochain. Vous avez sur notre site internet tous les webinaires qui sont planifiés jusqu'en février 2025. Et si vous voulez, vous pouvez déjà vous inscrire. Il y en a donc énormément, hein, et j'espère qu'ils continueront donc à vous intéresser. Vous voyez, donc, j'ai voulu parler aujourd'hui de quelque chose qui n'est pas de la technique pure, hein, mais c'est cet environnement qui souvent nous pose des problèmes. Hein, et on le connaît mal, on n'est pas informé. Ben, moi, je préfère prendre un peu d'avance. Hein. Je vous dis, c'est le même problème que pour l'identité, ça. Prendre un petit peu d'avance, il n'y aura peut-être pas demain 450 CBDC disponibles, mais au moins, on saura de quoi il s'agit. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a donc intéressé et j'espère que vous retrouvez donc prochainement donc nombreux sur nos webinaires qui, je vous le rappelle, était quand même le numéro 103. Merci infiniment et à bientôt.